Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. L'eau comme outil de coopération, de paix et de stabilité est le thème qui nous réunit ce matin et ce podcast donnera des exemples sur le rôle de la coopération sur les eaux frontalières comme outil de paix. Alors sans plus tarder, nous allons donner la parole à notre invité qui est déjà sur cette émission pour nous présenter quelques éléments de réponse par rapport à ce grand thème. Alors, il va se présenter. Bonjour, chers invités. Bonjour, chers animateurs. Je m'appelle Constantin Assoroto. Je suis statisticien économiste. Je m'occupe également du suivi et évaluation des projets et programmes en matière de santé et de bien-être de la population. Merci beaucoup de m'avoir invité sur cette émission. Merci également à vous d'avoir dégagé du temps pour répondre présent à ce podcast. Alors, d'entrée de jeu, quel est l'état des lieux de l'utilisation de l'eau comme outil de coopération, de paix et de stabilité dans les pays de la sous-région ouest africaine? Merci beaucoup. Nous devons savoir que, source de vie, l'eau est partout menacée par les effets du changement climatique, les sécheresses, les inondations et par la pollution. Et 80% des eaux usées dans le monde sont rejetées sans aucun traitement. La raréfaction de la ressource aggrave les conflits et amplifie les déplacements de population. Et Ismail Serageldine, ancien vice-président de la Banque mondiale, a déclaré en 1999 que les guerres du siècle prochain seront sur l'eau. Et Boutros Ghali, ancien secrétaire général des Nations Unies, en 1985 a également dit « La prochaine guerre au Moyen-Orient sera menée sur l'eau, pas sur la politique ». Et il y a plusieurs outils qui ont été mis à la disposition pour atténuer ou gérer les conflits par rapport à l'eau. Sur la scène internationale, nous avions plusieurs conventions. Nous avons la Convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident, entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, adoptée le 29 novembre 1969 à Bruxelles. La Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion en 1972. La Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires adoptée le 2 novembre 1973 à Londres. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ouverte à signature le 10 décembre 1982 à Monténégro Bay. La Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel adoptée à Paris. Sur la scène régionale, nous avons la Convention d'Abidjan relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et de la zone côtière et marine adoptée le 23 mars 1981. La Convention du bassin du Niger et protocole relatif au Fonds de développement du bassin du Niger. En Afrique de l'Ouest, outre la prise en compte de la gestion nationale de l'eau, nous avons 25 bassins frontaliers et l'eau est souvent source de conflits entre les différents acteurs qui interviennent dans le domaine de sa gestion. Et des efforts peuvent être notés dans la régulation des différents bassins. Nous avons en Afrique de l'Ouest 4 organisations ou 4 agences de gestion des bassins. Lorsque nous prenons le fleuve Niger, nous avons l'autorité du bassin du Niger qui a été créée en 1963 et la commission du bassin du lac Tchad qui a été créée en 1964 et au niveau du fleuve Gambie, nous avons l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie en 1967 et pour finir, l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal qui a été créée en 1972. Donc, voici en quelques mots l'état des lieux que nous pouvons faire, des outils, des organes qui ont été mis à la disposition de ces différents cours d'eau qui sont traversés par plusieurs pays et pour pouvoir atténuer les conflits dans notre sous-région. Merci. Alors, comment l'eau peut être utilisée comme un outil de coopération, de paix et de stabilité? Outil de coopération, de paix et de stabilité. Outils de coopération, de paix et de stabilité, nous devons savoir que la plupart des sources d'eau douce, comme les rivières ou les lacs, ignorent les frontières. Donc l'accès à l'eau, son utilisation donne des conflits sur la scène internationale, comme nous l'avons dit. Donc, il a été primordial d'instaurer une coopération et une gestion internationale dans ce domaine. Et selon l'ONU,
les 2 tiers de la population mondiale pourraient être confrontés à une pénurie d'eau d'ici 2025. Donc, nous devons noter que le spectre de guerre d'eau est régulièrement agité par les médias et certains politiciens pour de bonnes ou de mauvaises raisons. L'importance vitale de l'eau et les tensions que peut provoquer ou aggraver la difficulté d'accéder à cette ressource ne doivent pas être sous-estimées. Pourtant, l'eau est un facteur d'indépendance et donc aussi de coopération, comme le montrent de nombreux exemples. D'autre part, les conflits autour de l'eau ne se réduisent pas, loin de là, aux conflits frontaliers entre 2 pays, même si ce sont ces derniers qui présentent le plus de risques de dégénérer aux affrontements verbaux ou physiques. Gérer et concilier les différentes utilisations de l'eau de manière équitable et soutenable, travailler à transformer les interdépendances en coopération et en avantages mutuels, telle est la tâche de la gouvernance de l'eau, aussi bien à l'intérieur de chaque pays qu'au niveau international. En Afrique de l'Ouest, les organes ou agences de régulation des conflits transfrontaliers sur les cours d'eau, au-delà de l'arbitrage, développent également des projets pour le bien-être des populations. Lorsque nous prenons l'autorité du bassin du Niger, qui est une organisation sous-régionale composée des pays traversés par le bassin du fleuve Niger, le Bénin, le Burkina, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad, depuis sa création, l'ABN a entrepris diverses actions portant notamment sur les systèmes de prévision hydrologique dans le bassin, la création d'un fonds documentaire important sur le fleuve Niger, la lutte et l'éradication de la jacinthe d'eau, ainsi que la diffusion de manuels techniques adaptés de lutte contre la désertification. Le but de l'ABN est de promouvoir la coopération entre les pays membres et d'assurer un développement intégré du bassin dans tous les domaines grâce à la mise en valeur de ces ressources. L'objectif du programme de développement de l'ABN est de contribuer à enrayer le processus d'ensablement du fleuve Niger, défavorable à la production agricole. Et ce programme a déjà réalisé 7540 hectares d'actions de protection et de lutte contre l'ensablement en mai 2007. Comme un deuxième exemple, nous pouvons prendre l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, qui est une institution sous-régionale qui regroupe 4 pays membres, la Guinée, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal. La mission de l'OMVG est la mise en valeur des bassins versants, le développement économique, l'amélioration des conditions de vie des populations riveraines, la lutte contre la pauvreté dans un contexte de développement durable au travers des programmes et projets communs aux 4 pays. C'est pourquoi le 4 février 2017 à Caleta, en Guinée, l'OMVG a procédé au lancement de son ambitieux projet énergie. Ce projet prévoit la construction d'une ligne d'interconnexion reliant les réseaux électriques des 4 pays membres et d'un aménagement hydroélectrique à Sambangalou au Sénégal. Donc, en s'appuyant sur ces 2 exemples, l'eau est véritablement un outil de paix, de coopération et au-delà des organes qui sont mis en place et qui met en synergie les actions des pays transfrontaliers qui partagent les mêmes cours d'eau. Ces organes permettent de mettre en place des projets pour le développement des populations riveraines. Merci. Merci également à vous. Quel rôle la coopération transfrontalière sur l'eau joue-t-elle dans l'enracinement de la paix? Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, en 2001, a déclaré que la vive concurrence autour de l'eau douce pourrait bien devenir la source de conflits et de guerres à l'avenir. Donc la coopération transfrontalière dans le domaine de l'eau est vitale pour la paix et la sécurité, le développement durable, l'intégration économique, la réduction de la pauvreté et la croissance économique. Les États doivent mettre en place un cadre juridique clair pour le développement durable qui fait de la réalisation des droits de l'homme une condition préalable à la durabilité. La Commission du bassin du lac Tchad est une structure permanente de concertation mise en place en Afrique afin de coordonner les actions des différents États pouvant affecter les eaux du bassin du Tchad et régler pacifiquement les problèmes et différends affectant cette zone. Cette commission a vu le jour le 22 mai 1964 lorsque les chefs d'État des anciens pays riverains du lac, à savoir le Niger, le Nigeria, le Tchad et le Cameroun,
ont décidé par la convention de Fort-Lamy, N'Djamena, de mettre en place une structure permanente de concertation appelée Commission du bassin du lac Tchad. En 1999, un 5e membre se joignit à la commission, qui est la République centrafricaine. Le 7 octobre 2014, en collaboration avec le Bénin, cette commission annonce la mise en place le 1er novembre d'une force armée, la force multinationale MINS, chargée de lutter contre Boko Haram, de protéger le lac Tchad de la dégradation et des effets de sécheresse, de gérer de manière rationnelle et durable des ressources du lac Tchad. Donc, nous pouvons dire que la coopération transfrontalière sur l'eau permet également de signer des accords de partenariat pouvant éradiquer les actes de terrorisme et permet également de pouvoir non seulement aller au-delà de la gestion de la ressource qui est l'eau, mais pouvoir promouvoir la paix et la sécurité de nos diverses nations. Alors, quel état des lieux pouvons-nous faire des outils et mécanismes de dialogue et de coopération sur les ressources en eau transfrontalières? L'état des lieux sur les outils et les mécanismes de dialogue. Nous devons noter que la toute première guerre de l'eau a eu lieu il y a 4500 ans en Mésopotamie. Il s'agissait d'un conflit à propos des fleuves Tigre et Euphrate. Aucun accord n'avait pu être conclu. L'eau doit donc sa dimension géopolitique à son inégale répartition sur la terre ainsi qu'au caractère transnational de nombreux cours d'eau. Ismaël Seraljedine, Boutros Ghali ou encore Kofi Annan entrevoyaient le XXe siècle comme celui des guerres de l'eau. Pourtant, dès le début des années 2000, Kofi Annan lui-même infirmait ses propos recommandant que les problèmes de l'eau de notre monde ne doivent pas être seulement facteurs de tension. Et ils peuvent être aussi un catalyseur de coopération. Donc si nous travaillons ensemble, un futur de l'eau sûre et durable peut être notre. Qu'est-ce qui avait bien pu motiver de tels discours? Très peu d'eau douce est facilement accessible à l'humanité pour satisfaire ses besoins. Environ 0,07% de la quantité totale de l'eau disponible sur Terre est facilement accessible pour son utilisation directe par l'homme. Il y a 40 ans, 12 000 m3 d'eau douce étaient disponibles en moyenne par an et par personne. Aujourd'hui, seuls 5 000 m3 d'eau sont disponibles en moyenne par an par personne. Cependant, la quantité d'eau sur le globe est la même. Quelle solution pour la guerre de l'eau? La première solution, nous avons l'importation ou le transfert d'eau. Ces deux solutions sont encore peu utilisées par les pays. Le transfert d'eau signifie que des transferts d'eau peuvent être mis en place par certains pays. Nous avons l'exemple de la Libye où les fleuves artificiels ont été construits. Mais à ce jour, il n'existe aucun transfert de pays à pays, même si plusieurs projets ont été à l'étude, notamment celui d'un aqueduc entre la France et l'Espagne. L'importation d'eau, cette méthode permet l'importation d'un pays à un autre. Nous avons le dessalement de l'eau de mer. En jeu, la terre est constituée à 70% d'eau, dont près de 90% est salée. Dont près de 97% est salée. Le dessalement pourrait donc être une solution et un enjeu important dans la prévention de ces conflits. Il s'agit d'un processus consistant à supprimer le sel de l'eau afin de la rendre potable et utilisable dans l'industrie ou dans l'agriculture. Comme exemple, nous avons les pays du Moyen-Orient qui ont déjà fait des projets de 100 milliards dans des usines de dessalement. La réutilisation des eaux usées. Cette solution consiste en une action volontaire et planifiée qui vise la production de quantités d'eau supplémentaires de bonne qualité en accélérant le rythme d'épuration naturelle de l'eau. Cela permet ainsi de combler les déficits hydriques et d'assurer l'équilibre de ce cycle et la protection du milieu environnant. Ce procédé est utilisé par plusieurs pays, en particulier par Israël, où près de 67% des eaux usées sont utilisées pour l'irrigation. Le recours à l'eau virtuelle. Il s'agit d'un concept inventé par l'économiste Tony Allen qui consiste à évaluer la quantité d'eau qui a été nécessaire pour produire un bien alimentaire. Cela signifie donc que le pays importateur de biens alimentaires économise la quantité d'eau utilisée. Ce concept est intéressant à étudier pour les pays car il leur permet de définir ce qui est le plus profitable pour eux, à savoir s'il est plus avantageux d'importer ou de produire soi-même. En effet, produire un bien alimentaire signifie irriguer une quantité d'eau considérable, ce qui n'est pas négligeable. Nous devons noter que lors des préparatifs du 9e Forum mondial qui a eu lieu à Dakar en mars 2022, qui a eu
Le groupe d'action ayant pour thématique mettre en œuvre une coopération transfrontalière pour favoriser la paix et prévenir les conflits a identifié 3 actions concrètes que doivent mener les États afin de favoriser la paix et prévenir les conflits liés à l'eau. La première action est de prévenir les conflits en facilitant le dialogue et la coopération sur les ressources en eau transfrontalières. L'action 2 est de promouvoir la gouvernance transfrontalière en renforçant les capacités et en mettant en place des institutions résilientes pour une gestion pacifique des ressources en eau. L'action 3 est de promouvoir les connaissances et les outils pour la collaboration et le partage des bénéfices sur les ressources en eau transfrontalières. Et ce forum a été donc une opportunité de mobiliser tous les acteurs concernés afin d'accélérer les actions pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable dans le domaine de la gestion intégrée des ressources en eau, en particulier celui de la coopération transfrontalière. Donc, voici quelques outils pratiques que peuvent utiliser nos États afin de pouvoir prévenir quelques mécanismes pour prévenir les conflits en ce qui concerne les eaux transfrontalières. Merci. Alors, quel rapport peut-il avoir entre les ressources en eau et la prévention des conflits? De l'Euphrate a d'ailleurs servi souvent d'arme brandie par la Turquie contre ses 2 voisins, grâce aux nombreux barrages qu'elle a érigés sur le cours supérieur du fleuve et qui lui permettent d'en réguler à sa guise le débit en aval. La Turquie possède là un moyen puissant de pression. Les perspectives en matière d'eau douce ne sont pas réjouissantes puisque de l'avis général, sa raréfaction semble inéluctable. Or, un pays qui manque d'eau est un pays qui ne peut ni nourrir sa population ni se développer. D'ailleurs, la consommation en eau par habitant est désormais considérée comme un indicateur de développement économique d'un pays. Selon une étude des Nations Unies, l'eau pourrait même devenir d'ici 50 ans un bien plus précieux que le pétrole, c'est-à-dire toute l'importance de cette ressource que d'aucuns appellent déjà l'or bleu. Donc, avoir accès à l'eau est devenu un enjeu économique puissant à l'échelle planétaire, qui pourrait devenir dans le siècle à venir l'une des premières causes de tensions internationales. Il est vrai que plus de 40% de la population mondiale est établie dans 250 bassins fluviaux transfrontaliers du globe. Autrement dit, toutes ces populations se trouvent dans l'obligation de partager leurs ressources en eau avec les habitants d'un pays voisin. Or, une telle situation peut être à l'origine des conflits récurrents, notamment lorsqu'un cours d'eau traverse une frontière, car l'eau devient alors un véritable instrument de pouvoir aux mains d'un pays situé en amont, le cas de la Turquie. Qu'il soit puissant ou non, celui-ci a toujours théoriquement l'avantage puisqu'il a la maîtrise du débit de l'eau. La situation n'est pas récente. En 1503 déjà, Léonard de Vinci conspirait avec Machiavel pour détourner le cours d'eau de l'Arno en l'éloignant de Pise, une cité avec laquelle Florence, sa ville natale, était en guerre. Des chercheurs américains ont également montré que depuis le Moyen-Âge, les désordres sociaux en Afrique orientale coïncidaient avec les périodes de sécheresse. Dans les sociétés asiatiques, l'eau était un instrument de puissance politique. L'ordre social, les répressions et les politiques dépendaient des caprices des pluies. Aujourd'hui encore, les contentieux à propos de l'eau sont nombreux à travers le monde, notamment au nord et au sud de l'Afrique, au Proche-Orient, en Amérique centrale, au Canada et dans l'ouest des États-Unis. Au Proche-Orient, par exemple, une dizaine de foyers de tension existent. Ainsi, l'Égypte, entièrement tributaire du Nil pour ses ressources en eau, doit néanmoins partager celle-ci avec 10 autres États du bassin du Nil, notamment avec l'Éthiopie, où le Nil bleu prend sa source, et avec le Soudan, où le fleuve serpente avant de déboucher sur le territoire égyptien. Quant à l'Irak et à la Syrie, ils sont tous deux à la merci de la Turquie, où l'Euphrate a d'ailleurs souvent servi d'arme brandie par la Turquie contre ses 2 voisins. Avec l'essor démographique et l'accroissement des besoins, cette tension pourrait se multiplier à l'avenir, ce qu'ont prédit certains experts pour le 21e siècle. D'autres, en revanche, pensent que la gestion commune de l'eau peut être un facteur de pacification. Ils mettent en avant des exemples étonnants de coopération. Le plus fameux est celui de l'Inde et du Pakistan, qui, au plus fort de la guerre, les opposés dans les années 1960, n'ont jamais interrompu le financement des travaux d'aménagement qu'ils menaient en commun
sur le fleuve Indus. Donc, nous voyons au travers de ces différents exemples qu'il y a une corrélation directe entre les ressources en eau et la prévention des conflits. Merci. En quoi alors les ressources en eau peuvent-elles être utilisées comme des leviers pouvant apporter, favoriser la stabilité et prévenir les tensions? Les ressources en eau sont des véritables leviers car elles obligent les États transfrontaliers ou les États qui partagent les mêmes cours d'eau à se concerter afin de mettre en place des organes de gestion des bassins ou des cours d'eau qui séparent leurs différentes frontières. Et ce sont ces organes qui favorisent le développement des projets ou programmes résolvant des besoins réels de suivi ou de développement des populations ou des couches vulnérables. Cela permet également la synergie d'efforts entre pays afin de mettre en place des barrages hydroélectriques qui non seulement développent des emplois, mais aussi les conditions de vie des populations. Donc, les ressources en eau sont véritablement des leviers pour favoriser la stabilité. Merci. Quel doit être alors l'apport des acteurs de la société civile dans l'utilisation des ressources en eau comme outil de promotion de paix, de stabilité et de prévention des conflits? Les acteurs de la société civile doivent aider les États afin de pouvoir sensibiliser les populations. Les acteurs de la société civile doivent mener des actions directes auprès des populations riveraines, auprès des populations qui partagent les cours d'eau et les sensibiliser afin que les conflits qu'il y a autour des cours d'eau, que ces conflits soient réduits. Et ces acteurs doivent véritablement être des leviers. Ces acteurs doivent véritablement être des apporteurs de solutions pour l'État, aider l'État afin que les populations soient sensibilisées. Et nous devons noter que la volonté politique est l'ingrédient sans lequel aucune avancée, aucun changement et aucune décision ne serait possible. Quelle que soit l'urgence et la situation, et malgré la disponibilité et l'efficacité de tout autre outil de gestion de conflit. Et il est souvent cité comme étant la condition sine qua non du succès dans le changement ou dans le maintien d'une décision. Il n'est jamais mieux défini que par son absence. On dit souvent qu'il n'y a pas de volonté politique pour résoudre les problèmes du Nil. Et les acteurs de la société civile doivent intervenir là où les volontés politiques ne prennent pas les problèmes à bras le corps pour pouvoir résoudre ces situations de conflit. Donc, nous devons noter que les acteurs de la société civile ont un rôle primordial de sensibilisation de la population, de mettre en place des mécanismes pour permettre aux populations, aux leaders de pouvoir avoir un consensus autour de la gestion de l'eau. Également, sensibiliser les États, les gouvernants pour mettre en place des projets et politiques pour pouvoir transformer les eaux usées, pour dessaler les eaux salées, pour qu'il y ait une quantité importante d'eau douce à la disposition de la population. Donc, leur rôle n'est vraiment pas à ignorer dans la prévention des conflits et la meilleure et la gestion optimale des ressources en eau. Merci. Quelle doit être la part de l'État dans l'utilisation de cette ressource comme outil de promotion de paix, de stabilité et de prévention des conflits? Le problème de l'accès à l'eau est particulièrement aigu sur le continent africain. Et l'Institut universitaire des Nations Unies pour l'eau, l'environnement et la santé estime que 19 pays africains totalisant environ 500 millions d'habitants n'ont pas un accès sûr à l'eau. L'accès à l'eau est pourtant considéré comme un enjeu clé de lutte contre la pauvreté. Et nous devons noter que l'État, dans l'utilisation des ressources d'eau comme outil de paix et de stabilité et de prévention des conflits, doit encourager des dialogues nationaux sur la gestion de l'eau. L'État doit également renforcer des connaissances et faire des sensibilisations vis-à-vis des décideurs en matière de gestion d'eau. L'État doit améliorer les connaissances de base sur les bassins versants et les aquifères. Donc, nous devons noter que l'État doit poser des actions concrètes pour que l'eau soit véritablement utilisée de manière équitable et principalement pour le développement. Avez-vous un appel à lancer pour une prise en compte réelle de cette ressource en eau dans la promotion de la paix et la prévention de tensions dans nos pays ouest africains?
Oui, l'appel qu'il faut lancer à nos États ouest africains, c'est que l'eau ne doit pas être considérée comme une deuxième priorité, mais l'eau doit être une priorité majeure dans la prise en compte des décisions. L'eau doit être une priorité majeure puisqu'il y a plusieurs conflits qui naissent juste à cause de la mauvaise utilisation, juste à cause des connaissances, juste à cause de l'ignorance des tests qu'il y a autour des gestions des cours d'eau. Donc, l'appel que j'ai à lancer à nos États ouest africains, c'est que les organes de gestion, les organes qui ont été mis en place soient renforcés, que ces organes ont pouvoir de force afin de pouvoir promouvoir la paix, afin de pouvoir prévenir les tensions et que ces organes mettent en place des solutions réelles dont a besoin les populations pour pouvoir vivre dans de meilleures conditions, surtout les populations transfrontalières, parce que l'importance de l'eau n'est plus à démontrer. L'eau a une importance capitale dans la vie des êtres humains au quotidien. Donc, les États doivent véritablement travailler pour que l'eau soit un outil de paix et non un outil de tension. Donc, une hydrodiplomatie basée sur les valeurs supérieures de l'eau, des valeurs situées immédiatement au-dessus des valeurs utilitaires auxquelles s'identifient des parties à un conflit. Alors, puisque nous sommes à la fin de ce podcast, est-ce que vous avez un mot de fin à l'endroit de nos auditeurs et de nos auditrices qui nous suivent en ce moment? À l'endroit de nos auditeurs et auditrices, nous devons noter que lorsque nous partageons des cours d'eau avec des villages, lorsque nous partageons des cours d'eau avec des voisins, nous devons utiliser les ressources en eau de manière équitable. Nous devons utiliser les ressources en eau de manière judicieuse. Il est important que ces ressources ne soient pas gaspillées afin que ces ressources permettent au bien-être de tous. Et l'eau ne doit pas être une source de conflit. L'eau ne doit pas être un outil de pression vis-à-vis de ses concitoyens ou de ses voisins. Parce que l'eau est vitale à la vie. L'eau est vitale à la santé. L'eau est vitale au bien-être de l'homme. Donc, lorsque nous partageons des cours d'eau, lorsque nous avons des cours d'eau, nous devons savoir que l'eau est vitale à la vie et en fait des outils de paix, de stabilité, des outils qui améliorent notre bien-être. Merci. Faire de l'eau un outil qui améliore notre vie et évite beaucoup de conflits. Merci, chers invités, pour toutes les réponses que vous avez apportées à nos préoccupations qui sont en même temps les préoccupations de ces internautes qui nous ont suivis avec une attention particulière. Merci d'avoir été des nôtres et bon retour chez vous. Alors, chers amis, nous sommes à la fin de ce podcast. Nous croyons que vous avez suivi correctement comme cela se doit et que vous avez tiré de très bonnes leçons. L'eau est une denrée rare, l'eau est une source de vie et l'eau est à utiliser judicieusement. Merci d'avoir été des nôtres, vous aussi, et à très bientôt pour d'autres numéros.